Capitaine sur la passerelle. Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Star Trek Adventure, donc le jeu de rôle sur Star Trek, toujours chez Modifus, car ici aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième édition. La première édition est sortie en 2017, si ma mémoire est bonne, et a été traduite par Arcane Asylum. Et en fait, quand je me suis intéressé à Star Trek, c'est au moment où Arcane a annoncé qu'il ne traduirait pas le reste de la gamme. 3 fois, hélas. Hein, pour raison de rentabilité, blablabla, enfin bon, comme d'habitude. Donc du coup, je m'étais dit, bah, je vais me prendre la VO parce que j'aime bien dans une gamme avoir en fait un truc à peu près cohérent. Et quand j'ai été sur le site de Modifus pour regarder la VO, eh ben, ils annonçaient justement cette deuxième édition. Du coup, bah, j'ai attendu. Et la deuxième édition est arrivée là il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, on est toujours avec le système de D20, mais qui a été modifié. On va venir là-dessus pendant ma présentation. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne vais pas faire une présentation comparative de la V1 ou de la V2. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la V1. Alors, pour me renseigner quand même, j'ai lu le PDF de la V1. Donc je pourrais axer deux, trois choses sur des différences que j'ai pu voir, mais je n'ai pas lu en entier la V1, et donc je ne vais pas aller dans une comparaison exhaustive des deux versions. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la forme, après à peu près la présentation habituelle de mes vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la V2 de Star Trek Adventure en VO, sortie chez Modifus, là, il y a 2 mois, je crois. Alors, sur la forme, cette deuxième édition nous vient sous un bon gros bouquin de 380 pages à peu près. Hein, alors, ce qu'on remarque tout de suite, et là, il n'y a pas besoin d'avoir lu la V1 pour remarquer immédiatement que la mise en page a changé absolument du tout au tout. On exite le fond noir avec les dessins rappelant effectivement les consoles des vaisseaux de Starfleet. Là, on arrive de nouveau, on revient dans une structure classique en fait de présentation, et c'est pas plus mal, hein, parce que le papier glacé de la V1 en noir, c'est bien gentil, c'est un beau truc de designer, mais en fait c'est quasiment illisible. Hein. Même le PDF, j'ai eu un peu de mal, je n'ai pas tout fait, c'est trop chiant à lire. Bref, en tout cas, là, sur cette V2, on se retrouve avec une présentation très très chouette, avec, vous voyez, ce genre d'encart, donc du classique sur deux colonnes. Et surtout, je voulais vous montrer 2-3 trucs. Vous voyez, par exemple, vous avez... ils ont essayé sur un sujet de regrouper tout sur une page ou une double page. Là, par exemple, vous avez donc les attributs de vos personnages. Tout est mis sur 2 pages. C'est très très clair. Là, vous avez l'attribut, puis la manière dont on l'utilise, et vous avez ça sur les 2 pages. Donc ça, c'est super chouette. Pareil pour les vaisseaux. Vous voyez, les vaisseaux sont représentés sur une page. Il n'y en a pas un seul qui est coupé en deux. Dans la V1, il y en avait qui étaient coupés. La maquette n'était pas terrible à ce niveau-là. Là, par contre, on est revenu dans du clair, du fonctionnel et d'une manière très très bien présentée. Alors, à noter que les différentes illustrations, donc là, c'est Lower Deck, hein, on reprenne les illustrations à peu près de toutes les séries qui existent sur Star Trek, hein, Picard, Deep Space One, non. Peut-être, enfin bon, bref, peu importe. Voilà, donc on va reprendre tous les dessins, en fait, les illustrations, c'est pas Discovery que je viens de voir passer, là. Ça ressemble au trou de verre de Discovery, mais c'est pas le Discovery a priori. Mais bon, voilà, donc...
voilà. Donc ils ont repris effectivement toutes les séries depuis en fait depuis Strange New World jusque Discovery dans la période de temps, on va dire, pour illustrer le bouquin. Et donc moi je trouve que c'est très chouette. Hein. Là, vous voyez, on a des encarts qui sont bien, qui ressortent bien. Là, je vais vous parler un peu de la manière dont c'est écrit, et c'est vraiment didactique, ils ont vraiment repensé la V2 dans ce sens, entre autres. Alors, où joue-t-on et quand joue-t-on? Alors, ils ont fait quelque chose qui est vachement bien, en fait, dans cette deuxième édition, qui s'appelle le Star Trek Primer. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, il est adressé aux joueurs qui connaissent Star Trek par peut-être une série, peut-être un film, mais qui vont pas être des spécialistes de l'ensemble de l'univers Star Trek, hein, qui est très très vaste. Et donc là, ils ont fait un primeur, donc un résumé pour ce qu'ils appellent les casual players, enfin pas players, les casuals de Star Trek, hein, donc les gens qui ne connaissent pas tout sur le bout des doigts. Alors, pour effectivement pour les vrais Trekkies, on va dire que ça va enfoncer des portes ouvertes. Pour les autres, c'est vachement intéressant. Hein, par exemple, vous voyez, on commence, il y a trois chapitres dans le Star Trek Primer. L'essentiel de Star Trek, les civilisations notables et les périodes que l'on peut jouer. Et ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc déjà, tout l'essentiel, en fait, on va vous parler un peu de culture, un peu d'économie. On va vous parler de Starfleet, la religion, la spiritualité dans le monde de Star Trek, la société, comment calculer les stardates, hein, le fameux carnet de bord du capitaine d'Alstellaire 1632.4, par exemple. Vous l'avez ici, à quoi ça correspond? La technologie, le fameux traducteur universel, hein, qu'on a depuis le début, qui évite de se faire chier avec des langues un peu partout, le transporteur, voilà. Là, après, vous voyez, on va vous parler des civilisations notables dans la galaxie Star Trek. Hein, donc là, par exemple, vous avez notre belle galaxie, les différents quadrants, et alors, vous avez une carte plus détaillée qui est ici, là. D'ailleurs, celle-là, elle est chouette, mais moi, elle est un peu sombre, je trouve. Du coup, je préférais peut-être celle de la V1, hein, pour le coup. Donc, vous voyez, la coalition des planètes, donc la Fédération, l'Empire Klingon, l'Empire Romulan, l'Union Cardassienne, et on vous donne une petite histoire de tout ça. Le collectif Borg, l'Alliance Ferengi, le syndicat d'Orion. Vous voyez, vous avez à peu près tout qui est développé. Alors, pas développé dans le grand détail, mais qui vont vous donner une bonne idée. Et une fois que vous avez lu tout ça, vous êtes capable de jouer, de faire jouer dans Star Trek. Hein, et ça c'est pas mal du tout. Alors, on arrive au deuxième truc, c'est-à-dire quand est-ce qu'on joue? Parce que Star Trek, hein, c'est entre Strange New World et Discovery, surtout que Discovery le vaisseau qui va dans le futur, hein, donc dans le futur de Discovery, on se retrouve avec quand même un temps de jeu qui est vraiment étalé, qui est vraiment grand. Donc vous voyez, on peut commencer. Alors on va vous expliquer pour chaque période que vous pouvez jouer, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, alors là, de 2199 et avant, donc le premier contact et la naissance de la Fédération. Si vous jouez dans cette période-là, on vous dit, voilà, qu'est-ce que le groupe de joueurs aime, hein, par exemple, des histoires de premier contact, jouer quelque chose de plus moderne, hein, par exemple, moderne dans le sens période présente, hein, nous, quoi. Voilà, donc à chaque fois, ils ont présenté comme ça, et surtout, vous avez tout ici, la technologie, l'évolution de la technologie de 2199 jusqu'à 3199, vous voyez, on a carrément un millénaire.
Donc ils ont découpé en fait les périodes de temps de Star Trek en périodes jouables, comme ça, de 2200 à 2299, 2300, 2399, vous voyez, toujours avec cette volonté de garder sur une page en fait l'essentiel. Donc l'expansion, de nouveaux adversaires, pour jouer à ça, qu'est-ce qu'il y a besoin, enfin, qu'est-ce que vous aimez si vous voulez jouer, pour jouer dans cette période. Voilà. Donc on a quand même pas mal de choses comme ça, et je trouve ça vraiment très chouette, et c'est surtout très bien présenté, très bien expliqué, c'est très clair. C'est vraiment quelque chose de bien. Et donc voilà. Alors, après, on rentre un peu plus dans le détail, mais toujours dans le lore. Je vais vous montrer la suite. Alors, là, vous voyez, vous avez tout un chapitre sur Starfleet. Vous avez remarqué qu'on n'a toujours pas parlé de règles, parce qu'elles ne sont toujours pas arrivées, en fait, hein, dans le bouquin. Tout le chapitre sur Starfleet, donc en fait, voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de Starfleet, la mission, les missions que doivent remplir effectivement les vaisseaux de la Fédération, la directive, la prime directive, la directive première, on va vous expliquer en fait, hein, c'est tout que vous n'avez pas le droit d'interférer avec les civilisations en cours de développement et qui sont pré-warp, on va dire. Comment la jouer, hein, parce que bon, c'est souvent que dans les films ou dans les séries, on lui tord un peu le cou, hein, on est bien d'accord. L'académie de Starfleet, en sachant que, mais non, on va venir, je vais pas tout mélanger, on va venir après. Donc le fonctionnement de l'académie. Les missions possibles, vous voyez, alors là, en fonction de si c'est des missions de longue durée, le quartier des officiers, là, donc voilà, les types de missions, exploration spatiale, hein, c'est ça, Star Trek, vous pouvez avoir énormément de missions, des missions diplomatiques, des missions d'exploration, de surveillance, de recherche, de premier contact, de défense et d'aide. En fait, on peut avoir, on vous explique là un peu toutes les missions possibles que des vaisseaux de Starfleet vont pouvoir faire. Là, on vous parle des Away Teams. Hein. Donc, Away Teams, c'est, par exemple, c'est une partie de l'équipe, vous voyez, qui descend sur une planète pour faire quelque chose de diplomatique, pour faire une mission diplomatique, pendant que les restes des membres de l'équipage restent à bord du vaisseau, par exemple. Voilà, ça, c'est un thème récurrent dans Star Trek. Et d'ailleurs, en fait, il y a toute une mécanique, vous verrez, au niveau des personnages pour gérer ça. Sachant aussi qu'on peut très bien faire des campagnes qui ne sont pas des campagnes de Starfleet, ça peut être très bien autre chose aussi. Hein. On peut très bien avoir, vous voyez, un équipage sur un vaisseau d'une autre civilisation, tout est possible. Et enfin, on termine en fait toute cette présentation du lore par le monde en lui-même, la frontière finale, the final frontier, hein, avec Strange New World. Là, on va vous expliquer les planètes, comment elles sont classées. Vous voyez, les différentes planètes. Alors, la classe M, c'est la planète, on va dire, terrestre par excellence. On passe de la classe D, classe H, classe J. On va vous expliquer toutes les planètes comme ça. Et les nouvelles... Alors, pareil, hein, c'est pas un traité d'astrophysique, hein, donc vous voyez, on reste dans du Star Trek, on va dire, on reste dans comment dire, j'ai pas de la science-fiction, voilà ce que je voulais dire. Les civilisations, les phénomènes spatiaux, et là on a pas mal de trucs qui sont intéressants. Hein. On vous donne par exemple le cycle de vie d'une étoile, hein, en fonction de son étoile, de sa température, sa brillance, sa couleur, et qu'est-ce qu'elle va devenir dans sa vie. Donc là on vous explique un peu tout ça, histoire que vous ne soyez pas perdus si vous ne connaissez pas tous ces... On vous donne un vocabulaire, en fait, un vocabulaire pour jouer dans Star Trek. D'ailleurs, en fait, vous avez aussi le technobabble un peu plus loin, vous verrez. Le spectre électromagnétique, les dangers dans l'espace. Ouais, on vous présente en gros tout ça, les vents solaires, le warp. Et donc là, après, vous avez le warp drive et vous avez, on
finit aussi par les voyages dans le temps éventuellement et les univers alternatifs. Vous voyez, le voyage dans le temps, il est là. Univers alternatifs qui sont aussi emmenés hein, dans Star Trek. Ils existent depuis la première série. Les voyages dans le temps à travers les trous de verre, etc., etc. Les tachyons, voilà. Et en fait, on se retrouve quand même avec 80 pages, vous voyez, 80 pages de lore. Alors, bien sûr, on vous a présenté un tas de trucs un peu partout, on est rentré dans le détail de rien, mais ceci, quand même, va vous permettre de vous approprier le monde, en fait, l'univers de Star Trek, et ça, c'est vachement bien fait. Ils n'ont pas sombré dans la facilité de certains jeux. Je pense par exemple à l'anneau unique qui est parti sur le fait que bah, tout le monde connaissait Tolkien, donc en fait j'ai 2 pages et puis le reste on le traitera dans des scénarios ou des suppléments. Là non, même si Star Trek est très très connu, on va quand même, ils ont pris le temps de d'écrire, le temps de décrire en fait tout cet univers et tous les possibles dans cet univers. Donc voilà, et ça, j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, c'est quand même vachement bien écrit, hein, c'est clair, voilà. Donc j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, sauf que c'est vachement bien foutu. Maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'on joue en fait, qu'est-ce qu'on peut jouer dans ce monde. Vous allez me dire un équipage, oui, d'accord, mais pas que, vous allez voir. Alors avant de vous présenter en fait la feuille de personnage et le système, je voulais déjà vous parler de ce qu'on peut jouer dans ce monde, hein, d'une manière globale, et des personnages en eux-mêmes. Alors là, vous avez donc toutes les espèces possibles en fait dans l'univers de Star Trek, et toutes les espèces jouables dans cette V2. Et là, on a quand même une évolution. Pourquoi? Parce que dans la V1, je crois qu'on avait 8 espèces, je parle du livre de base, 8 espèces jouables. Là, on en a 14. Donc 14 races jouables dans cette V2. Hein. Donc on retrouve ce qu'on avait dans la V1 avec d'autres en plus, et surtout d'autres races qui ne sont pas forcément dans, en fait, dans la fédération. Hein. Enfin, oui, dans la fédération. Donc là, vous avez l'Andorian, la NA. Je crois qu'on va avoir un Igor qui va arriver. Voilà, voilà, il y avait longtemps Igor. Et voilà. Le Bétazoïde, non, pas sur le bouquin. Le pas sur le bouquin, le couché. Regardez comme je me fais écouter d'Igor. Voilà, vous avez vu? Bon, ça va pas durer. Le Ferengi, et à chaque fois, vous voyez, par exemple, vous avez un exemple de personnage. Donc, voilà, on vous parle de Quark dans Deep Space Nine. Les humains, bon, pas les humains, on vous donne des... Mais surtout, vous avez, bon, le Klingon, vous avez Worf. On va vous donner des exemples pour les trouver, en fait, dans les différentes séries. Vous voyez, par exemple, Romulan, bah, vous avez Elnor dans Picard, ou Trull dans Deep Space Nine, par exemple. Voilà. Et vous voyez, donc, vous avez d'autres races qui, elles, n'étaient pas présentes dans la V1, qui est présente dans la V2. Par exemple, vous voyez, le Ferengi. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir jouer autre chose. Pourquoi pas? Si vous avez envie, vous allez pouvoir jouer des civils, vous allez pouvoir qu'ils soient, on va dire, engagés dans Starfleet ou pas. Igor, qu'il soit sous contrat ou pas sous contrat, il va faire une connerie. Igor, viens ici. Bon, j'ai perdu le fil du coup. Donc oui, vous allez pouvoir jouer autre chose que des personnages issus de l'académie en fait. Vous allez pouvoir jouer, comme je disais, des civils sous contrat, ou pas, des ambassadeurs qui ne sont pas des militaires, qui ne sortent pas de l'académie. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment un plus, en fait, dans cette deuxième version. Je voulais vous montrer aussi, en fait, quelque chose que j'aime beaucoup dans Star Trek, c'est ce qu'ils appellent les supporting characters. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, donc, en plus de votre personnage principal, créer un personnage secondaire, un personnage de support, hein, qui va être plus limité en caractéristiques, machin, il va être moins développé que votre personnage principal, et qui va être là en support, hein, genre ce que je voulais parler tout à l'heure des Away Teams, quand une partie de l'équipage se téléporte sur une planète.
eh ben, vous allez pouvoir décider lequel des deux de vos personnages, en général ça va être pour votre personnage principal, mais à la limite, votre personnage principal, si c'est le capitaine du navire, il n'est pas censé descendre sur les planètes à tout bout de champ. Hein, voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir jouer ces two-way teams et quand vous allez pouvoir, donc ça va même avoir en fait un groupe plus important, hein, puisque ça va être complété par ces fameux supporting characters, à savoir que si vous jouez votre personnage principal, que votre personnage secondaire est là, le personnage secondaire ne va jamais pouvoir faire d'action par lui-même, il va simplement pouvoir faire des actions de support par rapport aux autres PNJ, aux autres personnages joueurs. Et on vous dit après, bon, alors, ils peuvent gagner de l'expérience aussi, hein, en fonction de leur apparition dans les différents scénarios, et ils peuvent même, on vous explique, devenir un autre personnage principal, entre guillemets, d'un spin-off, si vous voulez, d'une autre... ça dépend de la campagne, en fait, que va décider de faire le maître de jeu. Il y a quelque chose que j'aime bien ici, c'est que vos personnages secondaires, ils peuvent être... Ça peut être le contraire. Vos personnages secondaires peuvent être très bien, en fait, des cadets. Hein, et donc, ça va être votre personnage principal. Et le personnage secondaire, ça va être, par exemple, le capitaine du navire. Vous voyez, vous pouvez inverser on va dire, le rang d'importance, en fait, de vos PJ. Hein. Ça dépend aussi de ce que vous pouvez jouer. Ça, c'est inspiré de Lower Deck, par exemple. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre c'est à peu près tout. Donc là, maintenant, je vais passer à la technique au niveau des personnages, comment ils sont qualifiés, et vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et après, on viendra au système et vous verrez ce qu'ils ont changé. Alors voilà, voici la feuille de personnage en fait de la V2 que je trouve quand même plus jolie que celle de la V1. La V1, j'ai vraiment pas beaucoup le code couleur qu'ils avaient appliqué. Donc là, c'est, puis je la trouve très claire. Donc en fait, qu'est-ce qui caractérise un personnage? Ça va être ses traits. Alors dans les traits, en fait, ils ont voulu appliquer un peu de narratif là-dedans. Donc le trait, ça va être sa race, par exemple, ça va être sa fonction, ça va être surtout, en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, je perds le fil, là. En fait, ces valeurs aussi, vous voyez, qui sont là. C'est pas des valeurs chiffrées, ça, c'est les valeurs de votre personnage, hein, c'est à ce qu'il croit. Alors vous verrez, il y a une mécanique des valeurs avec les points de détermination, on verra ça plus tard. Donc tout ça, déjà, vous allez qualifier votre personnage de cette manière, par des traits. Vous voyez, par exemple, voilà, vous voyez les traits, par exemple, de ce personnage qui est en cours de création, c'est humain, augmenté cybernétiquement, officier de Starfleet, et time displaced, donc qui a été déplacé dans le temps. Et vous avez ces valeurs. Alors les valeurs, on vous dit, doivent être facilement compréhensibles et doivent rester un peu, quand même, voilà, vous pouvez les changer en cours de temps aussi, et puis qu'elles soient compréhensibles pour avoir des effets en jeu, ce qui est quand même plus sympa. Donc là, ça va être effectivement toutes les valeurs. Et surtout après, vous avez, ça c'est après le cœur du jeu, c'est les attributs et les départements. Donc les attributs, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont tous décrits sur cette double page. Vous avez contrôle. Daring, c'est quelque chose qui est... c'est comment dire, l'élan, on va dire. Fitness, donc son endurance. Insight, ça va être son intellect, sa présence, et sa raison, le raisonnement, la logique, chère aux Vulcains, par exemple. Et à chaque fois, on vous explique l'attribut, et à côté, à chaque fois, quand est-ce que vous pouvez l'utiliser? Un exemple, quand est-ce que vous pouvez utiliser l'insight, par exemple, essayer de déterminer comment une autre créature peut penser ou agir pour anticiper ou prédire, en fait, ses actes, par exemple. Voilà. Les deux, vous avez ensuite le département.
Alors ça, c'est vos champs de connaissances, on va dire. Le commandement, l'engineering, la médecine, la science, la sécurité. Et le con, je sais plus ce que c'est. Le con, c'est contrôle, c'est... ouais, c'est le pilotage, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le pilotage. Alors, en sachant que dans les attributs, sur ces 6 attributs, les valeurs vont de 7 à 12, et les autres entre 0 et 5. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Je vous expliquerai le stress qui vient au moment du combat. Hein. La détermination, je vous en parlerai aussi plus tard. Voilà. Je vous parlerai du système après. Pourquoi? Parce que ici, oui. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez aussi des focus. Alors, des focus, ça va être vraiment une spécialisation. Alors, le focus, vous en avez plusieurs. Et donc, vous voyez, par exemple, ils sont toujours applicables à un département. Alors, par exemple, les focus de commandement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'art, la négociation, le débat, la diplomatie, etc. Pour la sécurité, bah, vous avez les tactiques d'embuscade, les armes blanches, etc. Et ça va être vos focus. Alors, je crois que vous en avez 6 au début. Je vais vous expliquer après comment ça se traduit en jeu. Donc, vous avez tous les exemples. En fait, c'est des exemples, hein, parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y aura pas de valeur à côté, c'est juste un terme. En fait, votre spécialité au sein du département qui est ici. Hein. Par exemple, la médecine, vous pouvez avoir chirurgie. Vous pouvez être spécialisé en chirurgie, ou un virologue, ou en pédiatrie. Voilà. Donc, en fait, c'est qu'un terme. Le focus n'est qu'un terme, ce n'est pas une valeur. Je vous expliquerai après comment ça rentre en jeu. Ici, vous avez... Alors, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, et c'est un peu dans tout le bouquin, vous avez donc... Ça, c'est toute la phase de création de votre personnage, donc, qui est décrit par étapes. Et franchement, c'est super bien fait. Il suffit de suivre. Et à la fin, vous aurez votre personnage. Et c'est vraiment super bien fait, hein, parce que c'est sur une page qui résume tout. Alors après, bien sûr, on va aller dans le détail. On va vous parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, des espèces. On va vous parler, en fait, voilà, de upbringing, c'est-à-dire quand il grandit, hein, parce qu'il va pouvoir lui arriver des choses et il va gagner des points ou dans ses attributs ou dans dans les départements. Vous avez, par exemple, dans les sciences, dans la technologie, etc., etc. Sa carrière, alors comme je disais tout à l'heure, ou vous la tirez au hasard, ou vous la choisissez. Donc ça va de l'officier de Starfleet, qui va pouvoir être affecté ou au commandement, ou aux opérations, ou aux sciences, par exemple. Alors, ce serait pas plus mal que quand on crée un groupe, en fait, de se mettre d'accord qui veut jouer quoi, plutôt que de se retrouver avec 2 fois le même type de personnage, ça serait un peu dommage. Mais vous n'avez pas que Starfleet. Vous voyez, Starfleet représente en fait, voilà, les officiers, ceux qui sont engagés, ou les intelligence, et ceux qui vont chercher les renseignements, en fait, ou des espions, ce genre de choses. Parce que vous pouvez aussi jouer quelqu'un du corps diplomatique, des civils spécialisés en physique, médecins, enfin des civils médecins, des civils scientifiques, des civils des officiels, hein, donc je ne sais pas, un ambassadeur par exemple, ou même un marchand, genre les fameux Ferengi. Voilà, donc vous avez tout ça. Ici, après, vous avez quoi? Vous allez avoir... alors, vous allez avoir son expérience, mais voyez, on va vous décrire... Oui, alors, je reviens un peu là-dessus. Par exemple, un personnage du corps diplomatique. Donc on vous dit, par exemple, Sarek, c'est quelqu'un du corps diplomatique. Et donc, en fait, vous allez pouvoir gagner des traits, devenir diplomate ou ambassadeur. Vous voyez, c'est un trait, ça va qualifier votre personnage. Vous allez avoir donc une valeur. Hein, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est sa philosophie de vie, hein, c'est une valeur à lui. Hein, les bons mots peuvent éviter des morts inutiles, par exemple. Ça va vous donner à chaque fois des attributs, des points dans les départements, et à chaque fois, vous allez faire ça à chaque étape. Donc les étapes, je vous les remonte, elles sont là. Donc à chaque étape, vous allez pouvoir gagner des points dans les attributs, des points dans les départements, des points dans les focus. Hein, enfin, pas des points, des focus, comme j'expliquais tout à l'heure.
l'expérience. Vous pouvez jouer un personnage novice ou expérimenté. Et vous avez des événements de carrière que vous pouvez choisir ou tirer au hasard, hein, qui vont continuer effectivement à façonner votre personnage en lui donnant des points dans ces fameux attributs, dans ces fameux départements. Voilà, après vous avez les trucs terminaux, enfin les finishing touch, comme on dit. Vous allez lui donner effectivement le rôle de votre personnage, hein, au sein de l'équipage du vaisseau. Hein. Alors vous avez à peu près tout, chef de la sécurité, docteur, enfin le médecin de bord, le navigateur, et vous avez aussi vous avez le commandant, ça va jusqu'au commandant. Mais il y a aussi d'autres rôles, comme je disais tout à l'heure, le garde du corps, le marchand, l'espion ou l'ambassadeur en l'occurrence, liaison politique, non, là l'ambassadeur, le traducteur, et vous avez des rôles qui ne sont pas forcément des rôles issus de l'académie. Ah, bien sûr, je regretterai toujours en fait la création des personnages de Star Trek ou du FASA, où vous créez votre personnage. En fait, vous voyez ce qui lui arrivait dans l'académie et ça lui donnait son rang final. Là, parce que vous avez sur le rang, vous avez à la fin, en fonction de son... il a quelques prérequis, hein, vous allez pouvoir devenir ou capitaine, commandeur, lieutenant, enseigne, cadet, etc. Bon, je parle rapidement sur l'équipement. Et vous aurez rempli votre feuille de personnage une fois que vous aurez utilisé toutes ces étapes. Mais il y a une autre, je voulais vous parler d'une autre façon de créer les personnages que j'aime beaucoup, c'est la création en jeu. Je vous montre ça tout de suite. Alors, ce qu'ils appellent la création en cours de partie, hein, ça va être une création rapide et succincte de votre personnage. Vous allez me dire, ouais, on n'a pas un personnage à la fin. Non, vous n'avez pas un personnage complet. C'est-à-dire, si vous n'avez pas trop d'idées ou quoi, ou que vous voulez commencer rapidement, vous avez, vous voyez, en fait, 5 étapes, puisque l'étape 6, c'est on joue. Et là, vous n'allez pas choisir grand-chose. Vous allez choisir son rôle, vous allez assigner des attributs, donc ils sont fixés ici. Hein, je ne sais plus, sont là les attributs. Non, elles doivent être de l'autre côté. Enfin, bon, bref, vous avez un certain nombre de valeurs. Voilà, ici, attributs, les voilà. Vous allez affecter un 2-10, 2-9, 2-8, 2-7. Pardon. Vous allez choisir son espèce, vous allez choisir son département, quel est son département primaire, et donc lui donner en fait 2 valeurs, ou un 5, ou un 3, ou 2, 4, par exemple, à répartir, comme on disait, dans les départements. Choisir une valeur pour une philosophie de vie, une valeur pour votre personnage, et c'est terminé. Vous remarquez, on ne choisit pas les focus, rien du tout. Sauf qu'en cours de jeu, quand il va y avoir une action à faire, vous pouvez dire « Ah bah tiens, moi je suis spécialiste dans ça ». Et là, la première fois que vous êtes dit que vous êtes spécialiste dans ce domaine, bah, vous le notez. Voilà. Et ça va être pareil pour les départements, les talents et le pastime, c'est les... des fois, j'arrive pas à traduire à la volée comme ça. Pastime, c'est le... Et en français, je l'ai, et j'arrive pas à sortir le mot. Les hobbies, oui, les hobbies. Ce que vous faites de votre temps libre. Voilà. Donc, en fait, vous allez faire votre création de personnage. Vous allez compléter la création de personnage en cours de la première partie. Et à la fin de la partie, bah, vous aurez votre personnage complet. C'est une autre manière, effectivement, de créer le personnage que je trouve qui peut être intéressante dans certains cas. Alors, je ne dis pas dans tous, mais dans certains cas, ça un nouveau joueur qui arrive, qui ne sait pas trop, etc. Bah, il peut rentrer son personnage comme ça, il va jouer rapidement, et en fait, il va le développer en cours de jeu, ce qui est intéressant également. Voilà ce que je voulais vous raconter. Donc les supporting characters, bah, j'en ai parlé un peu plus tôt, j'aurais peut-être dû attendre parce que les voilà, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein, alors pareil, là, vous avez toute une phase de création de supporting characters, vous voyez, c'est relativement simple. Ils ont des attributs à fixer, des départements déjà fixes à répartir, je veux dire, des focus, vous allez en choisir 3. Donc c'est on va dire,
c'est un personnage, j'oserais dire, réduit par rapport à votre personnage principal. Voilà déjà pour tout ça. Alors maintenant, je voulais vous parler des vaisseaux. Pourquoi? Parce que les vaisseaux, c'est un personnage à part entière. Alors, les vaisseaux dans Star Trek, c'est vraiment quelque chose de particulier. Hein. Ça a toujours été le cas dans le monde de Star Trek. Hein. Les vaisseaux, par exemple, Kirk, son vaisseau, c'est sa famille, c'est sa maison. Hein. Et en fait, dans Star Trek, vous avez une feuille de personnage, si j'ose dire, pour le vaisseau. Alors, vous remarquerez des similitudes. Hein. La feuille de personnage, elle est là. Ici, et là, vous avez le pendant vaisseau spatial. À la place des attributs, vous avez un système et vous avez des départements. Et vous avez tout un processus, éventuellement, pour créer votre vaisseau. Si vous voulez ne pas prendre, on va dire, un vaisseau tout à fait classique. Et vous allez commencer par choisir une structure, par exemple. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez une constitution, le fameux Enterprise premier. Et à chaque fois, vous avez ici la date de lancement, en fait, de la structure, entre guillemets. Donc, la classe Constitution a été lancée en 2243, l'Excelsior en 2285, le California en 2358, etc. Le Galaxy en 2359. Bien entendu, vous ne pourrez pas prendre une structure qui n'est pas existe, si vous jouez avant. Hein, on est bien d'accord. Et donc, vous voyez, vous avez des traits. Alors, je vais vous montrer ici, vous avez des traits. Donc, c'est un vaisseau de la Fédération, de classe Excelsior, des valeurs de système, des valeurs de commandement, les armes qui sont décrites ici. Ils ont également des talents et ils ont des règles spéciales éventuellement. Donc, vous voyez, donc on a surtout des systèmes et on a très peu de valeurs ici dans les départements. Mais je crois que vous pouvez en rajouter quand vous créez votre... voilà. On choisit donc la structure, comme je viens de vous dire. On va choisir le profil de mission et des refits, c'est-à-dire si le vaisseau a eu des améliorations, vous allez pouvoir faire des variantes ou des... voilà. Et donc, vous vous retrouvez effectivement avec une fiche de vaisseau, avec ses systèmes, ses départements, ses boucliers, et sa résistance, son scale, c'est-à-dire son échelle. Hein, plus le vaisseau est grand, plus l'échelle est grande. Hein, par exemple, un vaisseau de classe souveraine, il est d'échelle 6, alors qu'un classe Constitution, il est d'échelle 4, par exemple. Et ça va déterminer en fait sa valeur de bouclier, enfin ce genre de choses. Donc je voulais vous présenter rapidement, effectivement, ceci, pour vous montrer que les vaisseaux avaient un rôle à part entière, et surtout avaient le rôle quasiment de personnage dans Star Trek. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du système, qui est le système 2D20 de Modifus, mais vous allez voir, il a été changé. Alors, le système de cette deuxième édition, c'est toujours le système Modifus, ce système 2D20. Alors, à sa base, pour les tâches classiques, il n'a pas changé. C'est-à-dire que pour réussir une tâche, donc une tâche, le maître de jeu va fixer une valeur de difficulté qu'on trouve, je ne sais plus où elle est, mais en gros, ça va être entre 0, enfin, ça va être entre 0 et 5. Hein, 5, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est une difficulté très difficile à obtenir. Vous allez additionner votre attribut et un département associé. Hein, pour faire votre tâche. Donc ça va vous donner une valeur. D'ailleurs, tout est expliqué ici, page 257, c'est très synthétique, c'est super bien fait. Donc, vous choisissez un attribut et un département pour déterminer une valeur cible. Vous lancez 2 D20. Pour chaque... Admettons que j'additionne mes deux valeurs, j'ai 13. Je lance 2 D20. 2 D20, j'ai dit 13, là j'ai un 7 et un 17. Donc, j'ai un succès.
parce que mon 7 est en dessous de mon target number de 13. Si je fais 1 ou D, ça compte pour 2 succès. Si je fais un 20, c'est une complication. Ça ne veut pas dire que l'action est ratée. C'est une complication. Hein. Je peux... Alors, comme je vous ai dit, vous voyez, par exemple, on peut avoir 5 de difficulté. Sur 2D20, vous ne pouvez pas. Au maximum, vous faites 2 fois 1, ce qui fait 4. Parce que vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des momentum. C'est-à-dire, pour chaque succès, alors vous allez accumuler chaque succès supérieur au nombre de succès demandés va vous donner un point de momentum à utiliser tout de suite ou à mettre sur la table, utilisé par tous les joueurs. Je vous invite à regarder, j'avais fait un tutoriel pour le système 2D20 pour le Conan de Modiphius, il s'y applique également ici, au moins pour la résolution des tâches. Donc vous avez un système de momentum qui va pouvoir augmenter, vous allez pouvoir acheter des dés supplémentaires si vous avez des points de momentum disponibles. Vous allez pouvoir dépenser du point de momentum pour améliorer un succès, etc., etc. Au mieux, au plus, vous allez pouvoir lancer 5 des 20 avec cette notion de focus de tout à l'heure. C'est-à-dire que, admettons, vous faites une opération. Alors, vous allez par exemple faire, je ne sais pas, Reason plus médecine, et vous avez le focus chirurgie, et vous êtes en train de faire une chirurgie. Ça veut dire que tout des 20 qui sera inférieur à votre valeur de médecine, donc ça se joue sur le département, comptera pour 2 succès. En sachant que vous avez après les personnages de support. Mais les vaisseaux aussi, parce que les vaisseaux jouent comme un personnage de support. Dans ce cas-là, un personnage de support va lancer un des 20, et s'il fait en dessous de son attribut plus son département, ou son système plus son département en tant qu'un vaisseau, il vous rajoute un succès. Voilà, et en gros, c'est tout. Vous avez tout tout est expliqué ici. Hein, donc voilà, si chaque des 20 qui est en dessous du target number, c'est un succès. Si un focus s'applique, ça vaut 2 succès. Un 1 vaut 2 succès. Un 20, c'est une complication. Voilà. Si le nombre de succès est inférieur à la difficulté, voilà, la difficulté, c'est le nombre de succès qu'on veut. Si c'est inférieur à la difficulté, eh ben, c'est raté. Si c'est supérieur à la difficulté, chaque succès supplémentaire devient un point de momentum que vous pouvez utiliser tout de suite ou le mettre à disposition de tout le monde autour de la table. Voilà, en gros, c'est tout. Ça, c'est le système de base. Mais, alors je ne vais pas vous parler, alors vous avez éventuellement la détermination, ça va être en fonction de vos valeurs, si vous agissez contre vos valeurs parce que la situation le demande, bah, vous allez pouvoir gagner des points de détermination. Bon, je ne vais pas passer, vous voyez, vous avez voilà, la détermination, vous pouvez donc dépenser des points de détermination pour relancer des dés, par exemple. Voilà, lancer un nombre de D20 que vous voulez, comme vous voulez. Ici, vous avez tous les momentum, en fait, l'utilisation des momentum, hein, créer une opportunité, etc., réduire le temps. Donc, créer une opportunité, c'est lancer un D20 supplémentaire, réduire le temps, effectuer une action mineure supplémentaire. Vous pouvez aussi, ce que j'aime bien, c'est sur l'initiative, enfin, c'est le combat. Enfin, au niveau du combat, pour l'initiative, vous pouvez dépenser du momentum pour que votre équipe garde l'initiative. Une fois. Voilà. Bon. Je vais vous parler je vais vous parler du combat, parce que c'est là que ça a énormément changé, ou des tâches étendues. Dans le combat, quand vous touchiez quelqu'un, vous aviez ce qu'on appelle les challenge dice, qui étaient des D6 à lancer en fonction de votre arme. Admettons qu'une arme avec 4, vous allez lancer 4 D6, qui allait vous donner 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, ou 1 point de dégâts et un effet. Ces D6 ont disparu, on n'en parle plus. Dans la V2 de Star Trek, vous ne lancez que les D20 que je vous ai dit tout à l'heure.
Et donc, ils ont refondu, en fait, le dégât des armes. Ils ont refondu les qualités des armes également. Ah, je vais venir sur le combat et être un peu plus clair que ce que je suis en train de tout mélanger. J'ai pas l'impression que je sois très clair là, tout de suite là. On va revenir dessus. Alors, je vais vous parler en fait effectivement des combats et des pourquoi, parce que c'est là où les D6 ont disparu. Et également dans les tâches étendues. Je vous montrerai un exemple après, mais je vais vous parler du combat. Alors, encore une fois, on a un tableau très synthétique qui est vachement bien foutu. On dit, ben voilà, vous choisissez une arme et une cible, si c'est une attaque en mêlée ou une attaque à distance. Si c'est une attaque en mêlée, vous faites un daring plus security. Si c'était une attaque à distance, vous faites control plus security. Voilà. Quand on résout l'attaque, qu'est-ce qui se passe? Quand vous touchez, en fait, vous allez infliger une blessure. Hein, ce qu'on appelle une blessure avec une sévérité liée à votre arme. Voyez, par exemple, un armored strike, donc à main nue, ça va être une sévérité de 2. À noter le type de blessure, stun ou mortel. Le phaser, vous choisissez. Donc, par exemple, un phaser, ça va faire une sévérité de 4. Il peut être stun ou mortel. Pour chaque momentum que vous utilisez, alors je ne sais plus si c'est 1 ou 2, voilà, c'est 2 momentum. Donc, si vous utilisez 2 momentum, vous pouvez augmenter la valeur, la sévérité de la blessure de 1. Donc, tout à l'heure, on voyait que c'était 4, bah, vous pouvez l'augmenter à 5, et c'est répétable. Donc, si vous avez 4 momentum, vous pouvez augmenter la valeur de la blessure, la sévérité de la blessure de 2. Du coup. Et pour éviter d'être blessé, vous allez dépenser des points de stress. Points de stress que vous avez à la création de votre personnage. Les points de stress, ça veut dire simplement, c'est pas que vous avez été blessé, que ça n'a rien fait du tout. Là, vous allez inventer un truc, par exemple, je sais pas, vous êtes plongé à terre, vous êtes le tir de phaser a explosé le rocher derrière que vous étiez caché, mais en tout cas, il vous a pas touché, etc., etc. Donc là, en fait, vous avez votre valeur de stress qui va descendre. Tant que vous pouvez éponger la sévérité d'une blessure par du stress, il ne se passe rien de grave pour vous. Par contre, si vous ne pouvez plus l'éponger, eh ben dans ce cas-là, vous prenez une blessure. Si le type d'attaque de la blessure, c'est stun, eh ben vous êtes KO, vous êtes HS pour le reste de la scène. Sauf si on vient vous apporter des premiers secours pendant la scène. Si c'est mortel, et bien dans ce cas-là, vous êtes en train de mourir et il vous faut absolument un soin avant la fin de la scène, sinon votre personnage est mort. Voilà. Donc dès que vous êtes touché, que vous ne pouvez pas éponger par des points de stress, votre personnage est en très très mauvaise posture. Et vous allez me dire, mais il y avait des effets sur les armes dans la première édition. Alors c'est vrai. Et elles y sont toujours, mais elles ne sont pas liées au D6. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que vous avez? Alors, il faut que je retrouve les... parce que là, vous avez les qualités qui sont ici. Alors, elles sont notées où? Elles sont notées là, voilà. Je ne sais pas, je vais prendre par exemple intense. Intense, voilà. En faisant cette attaque avec cette arme, vous pouvez augmenter la sévérité en dépensant 1 point de momentum au lieu de 2. Avant, dans Intense, il fallait lancer les D6 et déclencher l'effet. Là, il n'y en a plus besoin. Vous voyez, tout a changé comme ça. Ils ont tout changé. Ils ont changé toutes les qualités pour qu'elles ne soient plus du tout liées au D6 et liées directement à l'effet de l'arme et à vos résultats sur le D20. Et je trouve que du coup, c'est beaucoup plus fluide. Hein, et c'est vraiment une bonne idée. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Sur les phasers, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez Houston ou Deadly. Mortel. Si vous décidez de régler votre phaser sur mortel, que vous voulez tuer la cible,
Et bien dans ce cas-là, vous donnez un point de menace au maître de jeu. Qu'est-ce que c'est les points de menace du maître de jeu? C'est exactement les points de momentum, presque, les points de momentum des joueurs. Donc voilà, vous allez, si vous voulez tuer une cible, vous aurez des problèmes plus tard. Hein. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on veut refléter que dans Star Trek, on ne tue pas tout le monde à tout bout de champ. Hein. Star Trek est quand même fait au départ pour régler les problèmes par la négociation. Bon, ça marche pas tout le temps, mais en général, c'est comme ça. Voilà, donc en fait, la grosse différence, elle est là. On a supprimé tous les D6, les fameux challenge die, pour résoudre les actions. Alors c'est pareil pour les... alors, je vous ai parlé du combat, mais c'est pareil pour les tâches, voilà, les tâches avancées. Hein, les tâches avancées, en fait, enfin, donc ça c'est les tâches étendues. Je ne sais pas, par exemple pour forcer une porte ou trouver son passage dans une nébuleuse, eh ben, le maître de jeu va vous dire que c'est une tâche à 15 difficultés. Et vous avez une échelle comme ça pour noter les 15 difficultés. Ce qui est entouré ici, c'est à la moitié et je ne sais plus, à un tiers de la fin, vous avez ce qu'on appelle une percée. La percée va pouvoir changer éventuellement les règles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de lancer des challenge die pour remplir ça, c'est en fait vos résultats directement sur les 2D20, ou les 3D20, ou les 4D20, ou les 5D20 qui vont cocher, en fait, si vous avez un succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, eh bien, vous allez cocher ceci, vous n'avez plus besoin de lancer les challenge die. Donc ça, c'est un gros plus. À noter aussi que tous les... je vous ai parlé du combat, mais tout se résout de la même manière. Hein, au niveau des conflits sociaux. Alors, les conflits sociaux, ça va être de persuader quelqu'un, par exemple. Mais également, et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, en fait, sur les conflits entre vaisseaux. Donc, sur le combat entre vaisseaux, ça se joue exactement de la même manière. Alors, les combats de vaisseaux, je vous en parlais avec mes notes, parce que sinon, je vais me paumer. Alors déjà, on commence par les positions au sein d'un vaisseau spatial. Hein, on a donc chaque personnage va, alors s'il est issu de l'académie, hein, on est bien d'accord, va occuper un poste sur la passerelle. Vous avez le poste de commandement, de communication, de contrôleur de vol, de navigateur, les opérations, les senseurs et tout ce qui est tactique. Vous avez tout ça ici. Et ce que j'aime bien, c'est que vous allez, à chaque round en fait, de combat spatial, vous allez pouvoir faire une action mineure, une action majeure. En sachant que le personnage qui est... alors, les actions mineures et les actions majeures, il y en a déjà un certain nombre, vous voyez, qui sont là, qui sont valables pour tout, pour n'importe quel poste. Et après, chaque poste a une action, ces actions majeures possibles qui sont différentes, donc qui vont bien vous différencier les différents officiers qui sont sur le pont et leur rôle. Par exemple, le poste de commandement, il va pouvoir donner un ordre, donc direct, ça va être donner un ordre à quelqu'un d'autre, à un autre personnage, sur le pont, pour faire une action majeure, mais ça va être en plus de son action majeure du personnage. Par exemple, avec ça, vous allez pouvoir, je sais pas, tirer 2 fois, par exemple, ou faire du contrôle de dégâts 2 fois. Enfin, en tout cas, le personnage ciblé va pouvoir faire 2 actions. Et pour chaque chose, chaque poste, vous allez pouvoir effectivement déclencher une action majeure en fonction de votre poste sur la passerelle. Par exemple, régénérer les boucliers, rediriger la puissance. Voilà. Donc tout ça, et pour le Helm, alors Helm en anglais, c'est pas le pilote, c'est celui qui a signé effectivement. Oui, si, c'est le pilote. Hein, ça va être Sulu, par exemple, qui va pouvoir faire des actions de manœuvre ou enclencher le warp. Il va falloir qu'il fasse un jet de dés, par exemple. Et donc, vous avez tout ça comme ça. Tactique, trouver une solution de tir, etc., etc. Et on arrive effectivement à l'attaque de vaisseau spatial. Et encore une fois, l'attaque en fait, de combat de vaisseau spatial,
et avec toujours ce tableau vachement synthétique et toujours très bien foutu. On va vous expliquer comment déclencher une attaque. On va vous montrer effectivement, vous voyez, sur les systèmes ont un certain nombre de points. C'est-à-dire une fois que vous n'avez plus de bouclier, eh ben, vous allez taper, vous allez avoir des brèches, en fait, des brèches sur les systèmes qui vont les endommager. Et donc, le fait de les utiliser va vous ajouter de la difficulté. S'il y a un nombre de brèches qui dépasse, rappelez, l'échelle, ou la moitié de l'échelle, oui, la moitié de l'échelle de votre vaisseau, donc par exemple pour un classe Constitution, si vous avez 2 brèches dans un même système, celui-ci est détruit. Et ça peut aller jusqu'à la destruction complète du navire. Alors, en sachant que là, ils ont rajouté quelque chose, vous voyez, vous avez le... Ici, c'est le shield track, hein, donc la valeur de bouclier de votre vaisseau. Et en fait, vous avez 2 percées, une à mi-distance et une autre aux 3/4. À chaque fois que vous passez, donc vous allez, c'est comme une tâche étendue, ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois que vous allez dépasser en fait un breakthrough, eh ben, vous allez avoir un effet genre ébranlé. Donc le vaisseau va être ébranlé et le commandant va pouvoir choisir un effet ou le lancer au dé, effectivement, s'il le souhaite. Par exemple, se préparer à l'impact. Et se préparer à l'impact, vous voyez, une torpille qui arrive, boum, elle ébranle le vaisseau, elle lui bouffe... Elle bouffe ses boucliers suffisamment, préparez-vous à l'impact. Du coup, votre prochain round d'action, bah, vous n'allez pas pouvoir faire une action majeure. Par exemple, oui, si les boucliers sont à 50%, le vaisseau est chicken. S'ils sont à 25%, c'est pareil, il est de nouveau ébranlé. Et si vous avez une seule attaque qui vous passe les deux marques sur le track des boucliers, et ben, dans ce cas-là, vous prenez une brèche à la place d'être shaken, d'être ébranlé. Une fois que les boucliers, il n'y en a plus, et ben, chaque coup au but, c'est une brèche dans un système qui est déterminé au hasard, sauf si l'officier de tir a fait une solution de tir qui, elle, vous allez pouvoir choisir, en fait, qu'est-ce que vous visez. Donc, en fait, le système de combat de vaisseau, je le trouve intéressant, parce qu'il va mettre tous les joueurs vont pouvoir jouer. Donc, c'est pareil, il n'y a plus de D6, il n'y a plus de challenge dice. Hein. Et, alors, j'ai dû le noter quelque part. Oui, chaque touche est une brèche, c'est ça, on va la dommager, les systèmes. Ouais, donc, je vous remonte la feuille de vaisseau qui est là. Et si un vaisseau subit plus de brèches que son échelle, donc si un vaisseau genre de classe Constitution, donc comme l'Enterprise de classe Constitution, prend plus que son échelle, il est en état critique, il est inopérant, il dérive dans l'espace, et un nouveau coup au but va le détruire. Alors, vous avez des trucs assez amusants sur le cœur du vaisseau, éjecter le réacteur, par exemple, ce genre de choses. Et ça, bon, ça j'aime bien. Alors, à noter que les armes de vaisseau ont également des qualités, comme les armes de poing. Hein, donc, on les trouve, page 227. Sont ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous avez le type d'arme à énergie. Ce qui, donc le type d'arme plus associé à ce qu'ils appellent le delivery system, hein, donc si c'est un canon, si c'est des banques de tir, si c'est enfin, voilà, une lance spinale, etc., etc. Et les dégâts sont en fonction de l'échelle de votre vaisseau. Par exemple, alors c'est noté sur les vaisseaux, hein, sur les profils de vaisseaux. Par exemple, un canon, donc il va faire un ship scale de plus 2, donc si c'est une échelle de 4, il va faire 6 points de dégâts. Mais chaque vaisseau a également de la résistance, hein, en plus des boucliers, qui va réduire le nombre de dégâts. Après, les boucliers vont absorber, et seulement après, vous allez effectivement pouvoir prendre des dégâts dans la poire. À noter que, effectivement, vous voyez, les qualités sont ici, et comme les armes de poing, eh ben, elles ont été changées. Vous voyez, par exemple, le high yield, qui est surtout pour les
les torpilles, et ben en fait, il inflige des dégâts massifs et il inflige une brèche supplémentaire. Voilà. Intense, en mettant cette attaque, en fait, vous pouvez augmenter le dégât de 1 pour chaque momentum, parce que, comme je disais, on est toujours dans le même système, c'est un système commun, et c'est ça qui est vachement bien foutu dans Star Trek, c'est qu'on n'a pas des sous-systèmes un peu partout, on a, grosso modo, des systèmes qui marchent à peu près pour toutes les situations. Donc c'est ça, le gros point, c'est la suppression de ce challenge eye, je le répète, mais c'est vraiment un gros point. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, vous allez me dire comment marche le vaisseau en fait en termes de tir. Alors en fait, en plus de l'officier qui va utiliser le système approprié, genre que ce soit pour le tir, pour le système de commandement, le système de communication, etc. Donc lui, il va lancer déjà ses 2D20 jusqu'à 5 en fonction des momentum qu'on a dit, et en plus, il va lancer un D20. Pourquoi? Parce que le vaisseau, en fait, l'assiste, en fait. Hein. Donc, et si le D20 est inférieur au département, ça lui donne 2 succès, en plus pour des succès obtenus par le personnage qui lance les dés. S'il est inférieur au target number, parce que c'est pareil, système plus département, ça va donner un succès. S'il fait 1, c'est 2 succès. S'il fait 20, c'est une complication. Voilà. En gros, vous connaissez à peu près tout sur le système de combat. Donc, on va dire, très concis et qui s'applique toujours de la même manière. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va bientôt arriver au bout. Alors, il y a tout un chapitre sur le game mastering. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer 2-3 détails encore dans le bouquin. Alors, qu'est-ce qui donc, les armes, tout ça, la sévérité, j'en ai parlé. Donc là, on vous donne, vous voyez, la technologie. En fait, donc les armes, elles sont ici, ça on l'a vu. Les opérations, tout ça, c'est les règles. Vous voyez que les règles, en fait, sont à la fin, quand même, du bouquin. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Hein. Voilà. Et à la fin, en fait, vous avez tout le truc pour maîtriser Star Trek. Vous voyez, vous avez 2 chapitres, comment gérer les règles et les différentes tâches étendues et les challenges. Je ne suis pas rentré dans les détails pour pas perdre tout le monde. Ce n'est pas trop le but non plus. Voilà. En sachant qu'à la fin, on a quoi? On a un scénario. Bon, ça mérite d'exister. Et tout à la fin, en fait, on a ce qu'on peut qualifier une annexe avec des personnages non joueurs. Et là, on vous explique quelque chose. Alors, je trouve que ça aurait dû être avant le scénario. Parce qu'on vous explique que les personnages mineurs, les personnages non joueurs sont séparés en 3 catégories. Les mineurs, les notables et les majeurs. Les majeurs, en gros, vont se comporter comme les personnages joueurs. Les mineurs, dès qu'ils sont touchés, par exemple, ils vont être HS, ils n'ont pas de stress pour éviter les blessures, ce genre de choses, quoi. Donc là, on va tout ça vous expliquer. Alors, c'était... vous aviez déjà ça, en fait, dans les autres systèmes de D20 de chez Modiphius. Hein. On va vous expliquer ici, ça aussi, comment créer un personnage, vous voyez, comment créer un personnage mineur, comment créer un personnage majeur. Ça, par contre, effectivement, ce chapitre, je l'aurais quand même mis avant. Les règles spéciales pour vos PNJ, on vous en donne quelques-unes. Et puis, à la fin, vous avez des exemples de PNJ, donc un Klingon vétéran, un guerrier Klingon, un Romulan, un Ferengi, vous voyez, vous avez des exemples de personnages, ce qui vous permet de vous donner à peu près une échelle d'attributs et de départements, avec ses règles spéciales, ses attaques, etc., etc. Voilà. Et je crois que vous avez aussi des exemples de vaisseaux spatiaux. Classe Constitution, par exemple, alors là, on vous explique, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, c'est entre 7 et 12, et la valeur de votre vaisseau qui est ici. Hein, Galaxy Class, elle est là. Et donc, vous voyez, par exemple, les banques de phaser, en fait, c'est une arme à énergie moyenne. Avec une moyenne, c'est la portée, avec 6 points de dégâts, et elle est versatile. Avec ses torpilles à photons, etc. Et son tracteur beam, enfin son rayon tracteur.
et les talents derrière. Alors, je ne suis pas rentré dans les talents, hein, parce qu'en fait, les talents, c'est des petites règles supplémentaires, enfin, c'est des petites règles qui s'ajoutent à la règle générale pour donner un peu plus de détails et de corps, que ce soit au personnage ou au vaisseau. Et on termine en fait là-dessus. Voilà. Et à la fin, les feuilles de personnages et les notes possibles que vous pouvez, où vous pouvez raconter vos aventures. Voilà en gros pour Star Trek Adventure V2. Alors, maintenant, je vais passer à ma conclusion et ce que je pense de tout ça. Alors Star Trek Adventure V2, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc ils ont repris la V1 et ils l'ont avec les retours des joueurs. Et moi, je trouve qu'ils ont fait une belle amélioration. Rien que la maquette, si vous voulez, rien que la maquette, ça vaut le coup, quoi. On passe de quelque chose d'illisible, à mon sens, à quelque chose de vachement clair. Donc ça, c'est un gros plus. L'énorme évolution entre la V1 et la V2, c'est la suppression des challenge dice, donc la suppression des D6 en plus des D20. Sinon, le reste du fonctionnement, en fait, et donc le transfert des qualités et le transfert des effets directement sur les résultats des D20, en fonction du nombre de réussites que vous faites par rapport à la difficulté. Hein, donc tout ça a été revu pour créer quelque chose de plus fluide, à mon avis, et j'aime beaucoup en fait ce qu'ils ont fait avec cette évolution du système de D20. Donc voilà, ça simplifie beaucoup le jeu parce que avant vous aviez réussi votre difficulté, ça soit une tâche étendue avec ce système d'échelles en fait à cocher, enfin pas d'échelles à cocher, oui d'échelles, de cases à cocher, et pour atteindre un succès, avant c'était avec des D6. Là vous le faites directement avec vos réussites sur vos D20 et avec vos momentum que vous pouvez appliquer directement au fait de cocher des cases. Pareil, le fait de dégâts sur les boucliers. Donc on coche directement en fait avec le nombre de succès, en fait avec les dégâts des armes, plus en fait les points de momentum que vous allez pouvoir mettre dans les dégâts, et non pas sur des D6. Vous n'avez plus besoin de lancer de D6, et ça c'est un gros plus. Gros plus aussi les personnages que vous pouvez jouer hors académie, avec des races qui n'étaient pas dans la V1. Donc ça c'est bien aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, par contre, Modifus a bien annoncé qu'il n'adapterait pas les bouquins qui ont déjà été sortis à cette V2. Ils disent, on part de l'avant, et donc du coup, on repart à partir de cette V2. Et ils vont faire, alors je pense qu'ils vont faire d'autres bouquins, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes sujets que ceux de la V1. Hein. On continue la gamme, mais à partir de ce moment-là, on continue la gamme avec les règles de la V2. Voilà. Et donc voilà. Alors maintenant, vous allez me demander sûrement est-ce qu'il est prévu une traduction. Pour l'instant, je n'ai entendu personne se positionner. Ce sera certainement pas Arcane Asylum, vu qu'ils ont abandonné la V1. Je ne les vois pas se lancer dans la V2. Sinon, là, je ne comprendrai plus en fait la politique d'édition de cette maison. Donc voilà. En tout cas, Star Trek Adventure, c'est vraiment un jeu qui me plaît bien. Avec une V2 qui n'est pas gadget, hein, qui est vraiment une V2 qui est vachement intéressante. Donc en tout cas, si vous voulez vous lancer dans Star Trek maintenant et que vous parlez anglais, moi je vous conseillerais pas je vous conseillerais directement de prendre la V2 anglaise plutôt que prendre la V1 française. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas si elle sera traduite ou pas un jour. Et je suis assez curieux de voir quelle va être la tournure des prochaines sorties pour Star Trek. Voilà, en tout cas, j'espère avoir été clair. Parfois, je pense que j'ai été un peu brouillon, mais il y a beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'y répondrai.
Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite de bons jeux et d'aller vers les frontières de l'infini. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos.